Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, un podcast du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique ou paralympique retrace pour nous son chemin vers le sacre. Le 22 août 2008, à Pékin, Anne-Caroline Chausson décroche la première médaille d'or olympique de BMX féminin de l'histoire. Nous allons découvrir aujourd'hui comment la discipline, le travail et le talent lui ont permis de dompter son anxiété pour devenir championne olympique. Bonjour Anne-Caroline Chausson, merci de nous accueillir chez vous à Pernes-les-Fontaines. Elle est rangée où, votre médaille d'or olympique ? Bonjour, donc la médaille, là en ce moment, elle est dans la vitrine, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps sa place. Des fois, je la range en sécurité, on va dire. Vous la regardez souvent ? En ce moment, un peu plus, parce que voilà, avec les Jeux de Paris qui arrivent, c'est d'actualité, mais sinon, non. Vous êtes né le 8 octobre 1977 à Dijon, dans le département de la Côte d'Or. Vous avez deux frères qui ont 3 et 6 ans de plus que vous. Ce sont eux qui vous ont donné le goût du BMX ? Oui, tout à fait. Quand j'étais petite, je voulais tout le temps faire comme eux. Ils ont commencé à faire du BMX et j'ai rapidement demandé un BMX à mes parents. C'était à la base vraiment pour faire comme eux et puis finalement c'est devenu forcément une passion, mais on faisait que ça en fait. On pensait qu'à ça, on faisait que ça, tous nos temps libres, on faisait ça et nos parents l'ont vite vu, donc du coup on a commencé à faire plus de compètes et plus de compètes. Et ils emmenaient avec eux leur petite sœur ? Ils emmenaient avec leur petite sœur, on avait une caravane, le chien, et tous les week-ends on partait. C'était vraiment sympa. Nos parents en fait se régalaient avec leurs amis le soir. Nous on allait se coucher parce qu'il y avait course le lendemain. J'étais à 100% dans ma tête, je pensais qu'au BMX, oui. D'ailleurs, on va rappeler ce qu'est le BMX. Est-ce qu'on peut dire que c'est du cyclisme extrême ? Oui, en quelque sorte, oui. Le BMX, c'est un sport de confrontation. On est 8 sur la même piste, donc il y a vraiment cet aspect, il faut faire une belle performance, mais il faut aussi être devant les autres et pas les laisser passer, ou en tout cas les doubler. Il faut être agressif. C'est un sport très très court, très explosif, très technique. Ouais, 30-45 secondes max, selon les pistes. On a peu de temps pour faire la différence, et puis surtout mentalement, tout se joue sur le départ, où il ne faut pas louper son départ, parce que pour remonter après c'est très, très difficile. Donc voilà, on a vraiment pas trop le droit à l'erreur. Vous commencez la compétition à 8 ans, vous êtes inscrite au Bicross Club de Dijon et vous remportez votre premier titre de championne du monde à 10 ans au Castellet dans le sud de la France. Tout à fait. Quand on a 10 ans, en fait, on ne réalise pas vraiment. Moi, ce que je voulais, c'était réussir ce que je faisais. Je ne sais pas trop, en fait, à cet âge-là. Mais par contre, ce qui m'a marqué, c'était les élites. C'est la première fois vraiment que je les voyais concourir. Donc, il y avait un Français qui s'appelle Christophe Lévesque. C'était les premières fois que je le voyais et il était vraiment au-dessus du lot. Et puis, quelque part dans ma tête, je me suis dit, moi, je veux faire ça. En 1992, vous avez 15 ans et vous remportez la même saison les championnats de France, d'Europe et du monde junior. C'est des super souvenirs, quoi. C'est les moments où, justement, on se déplace sans les parents. Mais bon, ça y est, moi, j'étais lancée dans mon truc, en fait, progresser. Je me rappelle de courses où je gagnais pas et dès le soir même, presque, je voulais être sur le vélo et m'entraîner encore plus. Et c'est comme ça que je fonctionne, en fait. Donc oui, c'était vraiment les belles années, ouais. Est-ce que vous pensez pouvoir vivre de cette passion ou est-ce que c'est pour l'instant, quelque part, une passion à 15 ans, une passion adolescente ? Il faut continuer les études, j'imagine ? Le deal avec mes parents, avec les études, c'était de réussir en fait un minimum, donc au moins avoir le bac. En aucun cas, j'aurais pu arrêter mes études avant. Et puis si j'avais eu des mauvaises notes, probablement ils ne m'auraient pas emmenée sur les courses. Donc je savais à quoi m'en tenir, donc je faisais... moi je suis quand même une travailleuse dans tous les cas, même si je ne suis pas super douée, je n'étais pas forcément très très douée à l'école, mais je n'étais pas mauvaise non plus, mais je travaillais. Vous étiez studieuse ? Voilà, studieuse, c'est le mot. Moi dans ma tête, je me disais, le BMX vient des États-Unis, et mon rêve c'était de partir peut-être une saison là-bas et de voir ce qui s'y passait. Vous êtes à nouveau championne du monde de BMX en 1993, et vous décidez alors de le délaisser.
ce BMX et de vous lancer à fond dans le VTT. Pourquoi ? Il faut s'imaginer que j'étais une ado, je gagnais beaucoup, mais j'étais pas sûre du tout de pouvoir vivre de ça, donc je me prenais pas trop au sérieux finalement. Et puis là, j'ai des copains de l'équipe de France de BMX qui me disent « Non, mais tu devrais essayer le VTT de descente, c'est vraiment chouette comme discipline. Il y a le championnat du monde en France à la fin de l'année. » Et puis, nous, on était des ados, on part en vacances ensemble, ils me disent ça. Je sais que mon frère, il allait faire avec des copains quelques courses de VTT, de descente. Du coup, je lui dis, tu vas sur une course, tu peux pas essayer de trouver quelqu'un qui me prêterait un vélo, mais une marque, quoi. Et il revient, il me dit, oui, c'est bon, j'ai trouvé une marque. Là, dans 3 semaines, on peut partir et je t'emmène et on fait une Coupe de France. Je reçois le vélo, je crois, 2 jours avant de partir. Et on part à Vars, dans les Hautes-Alpes, faire cette Coupe de France. Mais je savais pas passer les vitesses, en fait. Moi, j'avais trouvé une gâchette. Donc, je pouvais descendre les vitesses. Donc, c'était de plus en plus dur. Mais j'arrivais pas à les remonter. Mais j'ai quand même fini 3e. Donc, je me suis qualifiée pour les championnats du monde en libre, en fait. Et 2 mois après vos premiers tours de roue en VTT, le 19 septembre 1993, à Métabier, dans le Jura, vous décrochez votre premier titre en VTT. Vous êtes championne du monde junior. Ouais, c'est rapide, dis donc. Ouais, c'était rapide, c'était pas du tout espéré. Hein. Moi, j'avais pas de référence dans le VTT, je savais pas à quoi m'attendre. Mais encore une fois, quand j'étais très jeune, j'étais avec mes frères et ça me plaisait, je faisais la même chose qu'eux. Et ben là, j'étais avec mes potes et je faisais la même chose qu'eux et on rigolait vraiment bien. On faisait tous nos essais ensemble, on tombait, on glissait parce qu'il pleuvait beaucoup, beaucoup. Et c'était super. Et puis voilà, je gagne cette course. Et là, j'ai les sponsors qui viennent me voir et qui me disent si tu veux, l'année prochaine, on te paye la saison de Coupe du Monde en fait. Mm-hmm. Donc, principalement les étapes en Europe. Et puis, si ça se passe bien, peut-être tu partiras faire les épreuves aux États-Unis, au Canada. Tout ça en étant payé. Donc, du coup, moi, je passais vraiment d'un statut amatrice en BMX à quelque chose vraiment de concret devant moi. Donc, du coup, je me suis dit, je vais continuer un peu les deux, en fait. Je vais continuer le BMX et puis je vais tenter l'expérience VTT. Et puis après, voilà, les choses ont fait. Je suis partie en stage tout l'hiver. J'ai beaucoup progressé. Et puis, commence la Coupe du Monde, donc 94. Première étape à Cap d'Isle en France, au-dessus de Nice. Et là, je gagne la première étape de la Coupe du Monde de VTT de descente. Moi, j'étais junior, mais je roulais avec les élites. À l'époque, il n'y avait pas de catégorie junior. Donc, du coup, là, les sponsors, ils étaient fous, quoi. Ils ont dit, c'est bon, hein, tu vas faire toute la saison, tout ça. Et puis, du coup, je crois que je suis jamais quasiment pas remontée sur mon BMX depuis. Il y a beaucoup de différences entre le VTT de descente et le BMX ? C'est vraiment des disciplines complètement différentes. Le BMX, c'est un sport vraiment de confrontation. On est 8, il faut arriver devant les autres. Le VTT de descente, c'est un contre-la-montre individuel. Donc, en fait, ce qui est important, c'est la belle trace, la belle ligne, ce qui va vite, ce qui est efficace, et puis d'avoir le meilleur temps possible. Vous avez tellement le goût du VTT que de 1993 à 2003, vous allez remporter tous les championnats du monde. En junior jusqu'en 1995, puis en élite jusqu'en 2003. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport ? Qu'est-ce qui vous motive à rester au plus haut niveau ? Moi, ce qui me plaisait, c'était clairement les gestes techniques sur le vélo. Je ne suis pas une fanat de la vitesse pure, en fait. Les pistes où ça va très très vite, c'est pas là où je suis le plus à l'aise, parce que déjà, je suis assez légère, et puis c'est dangereux et inintéressant pour moi. Donc, je préférais vraiment les pistes un peu moins rapides, mais vraiment beaucoup plus techniques, et ça a été ma force, hein, clairement. Évidemment, il y a quelque chose en moi, et probablement depuis toute petite, qui fait que j'aime pas perdre. Alors, je suis pas forcément une mauvaise perdante, mais par contre, je vais savoir me remobiliser et m'entraîner encore plus pour essayer de gagner. Ça doit faire partie de mon éducation, mais il n'y a pas vraiment de limite. Mm-hmm. On a été très cadrés, mais je pense que quand on rêve grand, on peut y arriver. Et ça, plus le goût de la victoire, ouais, ça fait ce genre de résultat. Après, c'est pas parce que j'arrivais avec 3 victoires en Coupe du Monde, sur un championnat du monde, juste avant, et je me disais, je vais gagner. Non, chaque course est différente. Il fallait remobiliser tout son savoir, être en forme. Après, c'est ce que croyaient les autres, que j'étais invincible ou imbattable, et moi, ça m'arrangeait bien. Et puis, comme je suis assez timide, je parlais pas forcément trop aux autres,
je laissais pas trop passer mes émotions. Donc, du coup, elle savait pas si j'étais en forme, pas en forme, si je doutais. Mais oui, les autres le voyaient pas. Donc, elles avaient le doute. Et puis, moi, je faisais au mieux de ce que je pouvais faire, quoi. En 1997, vous avez 20 ans et vous vous attaquez au record de vitesse sur neige en VTT. Vous établissez un nouveau record à 187,990 km/h sur la neige en VTT. J'étais jeune et je savais pas trop dans quoi je me lançais. Je savais à peine skier. Et il fallait que j'aille repérer la piste à Vars, qui est une piste noire, pleine de bosses. Du coup, j'ai appris à skier. Non, c'était passionnant, mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, on avait fait beaucoup de tests en soufflerie. Donc, on avait des pneus avec des petits clous. Et les positions, ils avaient déterminé qu'il fallait qu'on ait le corps parallèle à peu près à la pente. Donc du coup, en fait, on avait une selle haute avec des petites ailettes sur les côtés pour nous caler bien sur le... C'est pas très confortable comme position. Alors, c'est pas confortable, mais ce qu'ils avaient oublié dans les calculs, c'était que une piste à 180 à l'heure, la moindre bosse, irrégularité, en fait, on décolle, les roues, elles se lèvent, tout ça. Et là, d'avoir la selle haute, ça me poussait vers l'avant. Donc, en fait, j'ai fait des records sur la roue avant. J'arrivais en bas et j'étais, les nerfs lâchés, en fait. Et j'étais en pleurs, j'étais terrorisée. Et avec mon dernier record, j'ai dit, non, là, ce coup-ci, c'est bien, je l'ai eu, mais plus jamais, quoi. En 1999, vous décidez de changer de sponsor et de signer avec un sponsor américain. Dans ma carrière, j'ai toujours, tous les 4-5 ans, changé d'entraîneur parce que je pense qu'il y a un moment, au bout d'un moment, on fait un peu le tour. La nouveauté apporte quelque chose. Donc là, c'était pareil avec les sponsors. J'étais dans un team le plus gros probablement du monde. Mais ce qui me faisait rêver, c'était quand même le rêve américain, quoi. Donc je suis partie chez Volvo Cannondale, qui était un des plus gros teams à l'époque. Et c'était une super expérience. Voilà. C'était... découvrir les championnats là-bas, se faire accepter en tant que Français. Battre les Américains, ça, ils n'aiment pas trop. Surtout pas chez eux. Mais ça a été fait. Après, ça me coûtait aussi quand même d'être si loin de ma famille tout le temps. J'ai fait 4 ans. Et puis rapidement, je suis revenue sur des bases européennes. Au championnat du monde de 2004, au G, en Haute-Savoie, vous êtes victime d'une lourde chute alors que vous pensiez décrocher une dernière couronne mondiale en descente, la discipline reine du VTT, avant de tirer votre révérence. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais gagné les qualifs assez facilement, le matin à l'échauffement en fait. Je ne sais pas pourquoi, je tente une nouvelle ligne, mais pas très vite, rien d'exceptionnel, mais voilà, je tombe et je fais luxation fracture de l'épaule. Du coup, pas de championnat du monde, pas de finale en tout cas. Et moi, j'avais mes parents qui venaient plus beaucoup me voir, si ce n'est quand c'était en France. Donc là, ils venaient juste d'arriver. Ils m'ont vu au point médical où ils venaient de me réduire la luxation. Ça fait partie des risques. Mais par contre, dans ma tête, pour moi, c'était impossible de finir ma carrière sur blessure. Surtout que c'était pas une obligation de vouloir finir ma carrière. Cette date-là, c'est juste que j'avais du mal à motiver. J'avais fait un peu le tour de la question, je crois. J'étais pas mal de fois vainqueur de la Coupe du Monde, championne du monde. Mais d'ailleurs, du moment où je suis tombée et que je savais que c'était grave, je me suis dit, non, ce sera pas mon dernier championnat du monde, quoi. Les 6 mois de convalescence que vous avez après cette blessure, ils réussissent pas à vous convaincre d'arrêter tout de suite. C'est impossible. Non, arrêter sur blessure, c'est pas envisageable, quoi. C'était pas comme ça que je voyais les choses. Et mes sponsors étaient super contents, du coup. Pas que je me sois blessée, mais que je continue une année de plus. Du coup, moi, dans ma tête, c'était réglé, quoi. Là, fallait que je récupère vite et que je sois en forme, quoi, en fait. Mais sans vouloir non plus repartir, faire toute la saison, tout ça. Je voulais vraiment me concentrer, faire ce dernier championnat du monde et puis arrêter ma carrière de descendeuse là. Et là, l'épaule, en fait, j'ai eu des complications et ça a mis plus de 6 mois à revenir. C'était assez compliqué. Et j'arrivais pas vraiment à récupérer. Et puis quand j'ai commencé à remonter sur le vélo, je crois que je me suis reblessée à la cuisse directe. J'ai eu pas mal de grosses chutes. Ça, par contre, les chutes et les douleurs et tout ça, je me suis dit oui, là, c'est pour ça aussi que je veux arrêter. Donc on va jusqu'au bout, mais après, c'est clair, c'est fini. Et jusqu'au bout, c'est les championnats du monde 2005 qui se déroulent à Livigno, dans le nord de l'Italie. Vous avez 28 ans.
Je vous laisse nous raconter ces championnats du monde. Du coup, beaucoup de pression sur les épaules parce que je voulais pas me louper. Ça devait être le dernier, donc je roulais pas trop mal. Il y avait une autre Française là qui commençait à rouler de mieux en mieux. Et pendant mon run final, je glisse, je tombe. Et là, je me dis, c'est cuit. Je remonte le plus vite possible sur mon vélo, tout ça. Et je passe la ligne d'arrivée et c'est quelques dixièmes, je crois, devant Sabrina Jounier, l'autre Française. Donc, je ne sais pas si c'est un coup de chance. L'année avait été difficile pour revenir au niveau. Et puis ce championnat qui se gagne sur quasiment rien, c'est encore plus fort. Et voilà, là, je pouvais arrêter enfin ma carrière de descendeuse. Et puis, c'était aussi un peu le truc de dire, il n'y a pas que la compète, en fait, dans la vie, mais surtout le stress. Parce qu'il faut savoir que je suis hyper angoissée et que pour moi, chaque course, que ce soit une régionale ou une Coupe du Monde, c'est hyper stressant, ça me coûtait et ça me coûtait de plus en plus. J'étais à bout, en fait, je faisais pas un burn-out du stress, mais quelque chose comme ça, ouais. Vraiment, ça me coûtait. À l'hiver 2007, alors que vous venez de fêter vos 29 ans et que vous n'avez pas pratiqué le BMX depuis 13 ans à peu près, vous avez une discussion avec David Douillet, le champion olympique de judo. Et pour la première fois, vous parlez du fait que le BMX devient discipline olympique. Je savais que le BMX allait être olympique, mais moi, j'en avais pas fait pendant plus de 13 ans, donc c'était même pas envisageable dans ma tête. En fait, il m'a dit, si tu as l'occasion de participer à des jeux, il faut le faire parce que tu vas voir, les jeux, c'est magique et tout ça. Un petit déclic, juste quelques mois après, les gars de l'équipe de France de BMX, je les rencontre sur un salon. Et là, ils me disent vraiment, tu devrais essayer, il y a probablement une place pour quelqu'un comme toi et tout. Je me rappelle, c'était donc au Rock d'Azur, le salon, et je suis rentrée du Rock d'Azur. Je l'ai proposé à mon sponsor, et lui, il m'a dit non, je te suis pas. Et j'ai dit, tant pis, j'y vais. J'y vais parce que j'ai besoin de quelque chose de concret, quoi. Est-ce que vous devez, entre guillemets, réapprendre le BMX ? Clairement. Ouais, clairement. J'ai un ami qui entraînait un club à Montmélian à l'époque. Et j'ai fait mes premiers tours de roue sur cette piste-là. Et là, les premiers tours de roue, on s'est regardés et on s'est dit « Waouh, c'est pas gagné !» Il y a du travail. Il y a du travail. J'étais pas assez gainée, j'avais pas assez de puissance. Et puis ce vélo tout petit, en fait, j'arrivais sur les bosses. Alors moi, je les voyais pas énormes parce qu'en VTT, je passais des bosses beaucoup plus grosses. Mais par contre, il fallait pédaler pour y arriver et j'avais donc ni la vélocité ni la vitesse. Et puis ce vélo tout instable, là, c'était assez rigolo. J'ai eu pas mal de chutes aussi. Je commence mes premiers tours de roue en BMX, c'était 2007. Les jeux, c'est en 2008. Donc il fallait aller vite. Je rappelle mon entraîneur en VTT qui m'avait le plus suivi dans ma carrière, Stéphane Girard. Et je me suis dit, lui, il me connaît tellement, en fait, on va gagner du temps, en fait. On va progresser plus vite, oui. Et puis, nous voilà partis aussi avec des copains qui roulaient en BMX, qui ont pris beaucoup de temps pour rouler avec moi et me faire progresser au quotidien. J'allais aussi m'entraîner avec le pôle France de l'équipe de France qui était à Aix-en-Provence à l'époque. J'ai très vite progressé. Je crois que les premières Coupes de France avec les filles, je crois que je fais des podiums quasiment tout le temps. Donc, j'étais bien épaulée. Et ce qui m'a vraiment aidée dans tout ça, c'est mon expérience, donc ma connaissance de moi. Mm-hmm. Et puis savoir qu'on ne peut pas gagner tout seul. Je ne pouvais pas faire ça toute seule dans mon coin, je ne savais pas quoi faire en fait. Même pour le choix du vélo, l'entraîneur de l'équipe de France, il m'a aidée parce que sinon j'aurais été perdue. Ouais. Vous voici à Pékin où les Jeux Olympiques se déroulent du 8 au 24 août. Comment c'est la première fois qu'on arrive aux Jeux ? On roulait tout à la fin des Jeux et je voulais pas me mettre trop de stress, donc je regardais pas spécialement la télé pour pas voir toutes les épreuves, les médailles. Vous n'avez pas vu la cérémonie d'ouverture ? J'ai pas vu la cérémonie d'ouverture. Niveau médias, je répondais en fait très peu aux médias. J'étais clairement dans ma bulle, ouais. Les compétitions de BMX, vous le disiez, elles viennent en toute fin des Jeux. C'est la première fois que cette discipline est représentée. Est-ce que vous ressentez qu'il y a une curiosité de la part du public autour de ce sport, qu'il y a quelque chose en plus qui se crée, ou alors vous êtes tellement fermé, c'est tellement hermétique que vous ne ressentez même pas l'attente ? Non, moi j'étais hermétique. Alors pas hermétique à tout, hein. Je sentais la pression monter. Techniquement...
J'étais vraiment au point. Physiquement, il me manquait encore quelque chose. Mais j'avais trouvé aussi une faille, en tout cas stratégique. Donc je m'étais dit, bon, au jeu, c'est faisable. Et puis je marche beaucoup avec... alors j'ai fait 3e là, 2e là, donc maintenant il faut que je fasse première. C'est plein de tocs ou de petits trucs qui nous réconfortent, quoi. Donc j'attendais ce moment depuis 1 an et demi et je savais que j'étais prête. Mais en tout cas, je ne pouvais pas être plus prête que ce que j'avais fait jusque-là. Donc clairement, j'étais une machine. En série, vous devez réaliser un contre-la-montre individuel pour déterminer les groupes des demi-finales. Vous réalisez le meilleur temps. Vous êtes habitué à ce genre de contre-la-montre, peut-être du fait du VTT ou... Oui, complètement. C'était vraiment mon point fort. J'ai quasiment gagné tous mes contre-la-montre. Donc on est tout seul sur la piste. Il y a une question un peu de trajectoire, mais c'est surtout bien passer les bosses, pédaler au bon moment, pas trop large dans les virages. Voilà. On avait 2 contre-la-montre. Ils prenaient le meilleur des 2 temps. Et je fais un très bon premier temps et je tombe le 2e temps. Mais vous faites le meilleur temps. Vous êtes donc qualifié pour les phases finales. Et la pluie s'abat sur Laoshan où se disputent les compétitions de BMX. La demi-finale et la finale sont donc repoussées d'1 journée. Est-ce que ce changement vous perturbe ? Ça s'est passé dans la nuit, la pluie, en fait. Et le matin, quand on se lève, ils avaient annoncé que s'il pleuvait, ça ne serait pas reporté parce que pour une question difficile en termes d'organisation, oui. La médaille serait décernée selon le temps des contre-la-montre, en fait. Et j'avais le meilleur temps. Donc moi, je me disais, quelque part, le matin, il pleut et je me dis, j'ai la médaille. Après, ils nous annoncent que ça va être reporté d'1 journée, finalement. Pendant au moins toute la matinée, j'ai eu l'impression qu'on me volait, en fait. J'étais vraiment très, très énervée. Et puis, en même temps, voilà, c'était comme ça. Et il fallait être prête pour le lendemain. Donc déjà, il y avait une journée à passer. Je suis sortie du village olympique. Je suis allée rejoindre mon compagnon qui était dans un hôtel au centre de Pékin. On a bougé un peu. On n'a pas fait du tourisme, mais bon, on a pris un peu l'air. Et puis finalement, cette frustration, cette colère, elle s'est transformée vraiment en encore plus de motivation. Il faut que je leur prouve et tout ça, que la médaille, c'est moi qui dois l'avoir. Mais là, vraiment, ça m'a encore boostée. Et puis finalement, vu que j'étais tombée quand même l'avant-veille, c'était bien une journée de repos pour moi. C'était bien aussi pour mes jambes parce que j'avais 30 ans à l'époque. Et je récupère un tout petit peu moins bien. Avec du recul, je me dis, cette journée, ça a été l'aubaine de ma vie, quoi. Vendredi 22 août, 10h30 en Chine, 4h30 du matin en France. À l'issue de la demi-finale, vous êtes qualifié. Je vous laisse raconter la finale. Déjà, j'ai gagné la demi-finale, donc je me sentais vraiment bien. Je freine un tout petit peu en passant la ligne d'arrivée de ma demi-finale pour pas en fait choisir en premier, parce que c'est les meilleurs temps qui choisissent la place sur la grille pour la finale. Et je voulais vraiment que l'Anglaise choisisse. Je voulais pas choisir juste avant elle en fait, parce qu'elle se serait placée à un endroit où elle aurait pu me coincer. Tout était ultra calculé. Ouais, c'était tellement calculé qu'en fait, ça aurait dû se passer déjà au championnat du monde 1 mois avant. Mon entraîneur voulait que je le fasse au championnat du monde et je me suis dit, non, parce que si je le fais au championnat du monde, elle va savoir. Elle va savoir. Donc elle choisit elle a le meilleur temps, elle choisit la 1. Elle pensait forcément que j'allais prendre la 2. Et en fait, je vais me mettre à la 4. Et là, dans son regard, j'ai vu qu'elle était déstabilisée, mais Laetitia Lecorguillet, donc l'autre française, qui aurait pu aussi avoir une médaille d'or, était aussi déstabilisée. Et là, je me suis dit, ça fait deux adversaires déstabilisés. Ouais, franchement, à 5 minutes de la finale, voir dans leurs yeux qu'il y avait un moment de panique. Ça doit donner un boost. Ça m'a boosté. Donc, je me suis mise à la 4. Et puis, en passant devant l'Anglaise, sur la grille de départ, je l'ai regardée bien dans les yeux, je lui ai dit, celle-ci, c'est pour moi. Et pareil, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de doutes en elle. Et moi, ça m'a renforcée aussi. C'est parti pour un titre olympique. Anne-Caroline Chausson qui a pris un bon départ. Le départ est donné, je prends un bon départ. Je savais aussi qu'elle prenait des mauvais premiers virages, l'Anglaise. Donc en fait, pareil, fin de ligne droite, je ralentis un petit peu pour la laisser passer devant, pour pouvoir replonger derrière elle. Et là, je la double. Et puis après, clairement, on arrive trop vite sur les bosses sont trop petites. En tout cas, moi, je fais pas des super passages de bosses. J'ai tendance même à perdre un peu de vitesse, mais comme je suis devant, elle n'arrive pas à passer. Et puis, dernier virage, j'étais toujours devant.
Et elle essaye de me couper en deux, en fait. Elle tape dans ma roue arrière. Chez les arbitres qui touchent la roue, les Françaises vont faire peut-être un et deux. Elle tombe. Je ne bouge pas d'un poil sur mes appuis. Et du coup, dernière ligne droite, je suis 1. Je passe la ligne d'arrivée, je vois que Laetitia est 2. Franchement, ça pourrait pas être mieux. Le sacre, le doublé de l'équipe de France, Anne-Caroline Chausson, qui termine une carrière exceptionnelle, 19e titre au plus haut niveau, 18 titres de championne du monde, et le titre de championne olympique, la seule à être descendue sous les 36 secondes. Vous remportez la course en 35 secondes 976. Vous le dites, votre compatriote Le Corguillier se hisse sur la deuxième marche du podium en 38 674. C'est un véritable exploit en fait. D'y repenser à cette ligne d'arrivée et tout, j'ai des frissons quoi. J'arrivais pas à y croire. Un coup oui, un coup c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Je savais pas si je devais rire ou pleurer. Et là, quand on a la médaille, ouais, forcément, là on l'a quoi. D'ailleurs, j'ai dormi quelques jours avec pour être sûre que c'était bien réel parce que je savais que ça allait clôturer ma carrière aussi, de haut niveau en tout cas. C'est la cerise sur le gâteau. Et puis BMX, quoi, 35 secondes, une manche. On n'a qu'une seule chance. Et moi, c'était la chance de ma vie. Donc, ne pas louper cette occasion-là, c'était important. Et c'est pour ça que c'est beau. On pense à tout ce qu'on a fait et c'est très, très fort. Je vais avancer dans le temps. 7 ans plus tard, en 2015, on vous diagnostique un cancer des ovaires. Le souvenir de ces moments, les souvenirs qu'on vient d'évoquer, est-ce que, quand les jours sont pénibles, vous y puisez de la force ? Sûrement. Je savais que ça allait pas bien parce que quand ça arrivait, j'étais fatiguée, il y a quelque chose qui collait pas. Mais quand ça arrive et puis on se posait la question, pourquoi moi, pourquoi truc ? Il n'y a pas de réponse en fait. La seule chose qui est importante, c'est vivre et continuer à prendre du plaisir dans la vie de tous les jours. Donc le fait d'avoir été sportive, mon état d'esprit, combattante, toujours aller chercher où je peux récupérer ou prendre du plaisir quelque part, c'est sûr que ça me donne plus de force. Ouais. Comme si j'avais plus d'outils pour battre. Alors ça ne veut pas dire que je vais guérir, mais en tout cas, déjà comment j'ai passé ces 10 dernières années, avec 3 rechutes quand même, voilà, la vérité c'est que je suis encore là et que là, au moment où on se parle, c'est un des moments où je suis le plus en forme, alors qu'il y a 2 ans, on m'avait dit que c'était fini quoi, qu'il n'y avait plus rien à faire. On verra ce qui adviendra, mais en tout cas, c'est sûr que le sport m'a donné beaucoup, beaucoup de force. Merci pour ces confidences. Merci. Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques du Parisien. 24 épisodes jusqu'à Paris 2024 à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Ambre Rosala. Il a été réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, l'actualité au quotidien et Crime Story, chaque samedi.